bonjour tout le monde, bienvenue au Mot à Mot podcast. Aujourd'hui, je reçois Maude Carmel, qui est plein de choses, youtubeuse, rédactrice, chroniqueuse, animatrice. Merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Ben, merci à toi de l'invitation, d'avoir pensé à moi. Ben, ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je reçois un invité à chaque semaine qui choisit un mot dans le dictionnaire qu'il veut passer une conversation avec. Et à partir de là, on dérive sur plein de choses et de sujets intéressants. Donc, je te laisse l'honneur de choisir le 10 mots. Oui, ben je vais ouvrir le dictionnaire à une page. J'ai un mot en tête parce que j'en ai discuté avec un prof de littérature la semaine passée, mais je sais même pas s'il est dans le dictionnaire, en fait. Fait que je vais aller voir s'il est, puis s'il est, ça va être ce mot-là. S'il l'est pas, ben... Ok. Et ça fait longtemps que j'ai pas cherché dans un dictionnaire. Va falloir que je fasse l'alphabet dans ma tête. C'est bon, OK. S-E... S-E-N... S-E-N. C'est naissance. Il est là. Alors, je choisis de façon absolument pas hasardeuse le mot c'est naissance, qui, selon le dictionnaire Larousse 1994, signifie vieillissement naturel des tissus et de l'organisme, baisse des activités des performances propres à la période de vie qui suit la maturité, vieillissement. Mais personnellement, j'ai connu ce mot-là juste à travers la chute des feuilles à l'automne. OK. C'est-tu un phénomène comme scientifique? Ouais, mais c'est un mot qui a été comme inventé il y a pas si longtemps, en tout cas, au moins 25 ans, parce que ça regroupe plein de choses à l'intérieur. Ça regroupe un peu le mot sénile, ça regroupe le mot sens, puis en fait, c'est en opposition à la marcescence, qui est les feuilles qui gardent les arbres pendant l'hiver. OK. Je trouve que c'est des processus vraiment intéressants, vu que je m'intéresse beaucoup à la nature, puis je trouve que c'est un super beau mot au niveau de la prononciation. Ouais, mais c'est vrai. Tu t'intéresses beaucoup aux mots puis à l'étymologie un peu? Oui, j'adore l'étymologie, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant ton podcast. Puis honnêtement, je connais pas exactement l'étymologie, mais mon prof de littérature m'a dit ça jeudi dernier, comme quoi c'est vraiment un mot qui avait été un peu valisé, là, si je peux utiliser ce terme-là. Là. Donc, combiner 2-3 mots ensemble pour former une formulation qui s'apparente à beaucoup de choses. Donc, dégradation de quelque chose, ralentissement. On pourrait, j'imagine, dans le monde lyrique, utiliser ces naissances pour de la poésie, disons que tu ralentis ton rythme de vie pour s'occuper de soi-même et tout ça. Donc, est-ce que c'est un mot que tu avais déjà entendu? Non, c'est un des mots les plus urgents qu'on a ici, fait que c'est très bon. Mais tu m'as dit un mot, puis c'est parce que j'ai dû résumer comme toute une grille de mots avec un mot l'autre jour, puis c'est juste ces naissances qui m'est venue. Mais fait que t'étudies en littérature? Non, ben j'ai fini mon bac en com il y a 2 ans. OK. Mais j'ai voulu retourner à l'université pour voir si j'avais envie de faire une maîtrise ou pas, puis pour pas comme me lancer dans quelque chose que j'avais pas envie. Je suis allée prendre des cours comme étudiante libre. Donc j'ai pris un cours en littérature, écriture ludique, puis un cours en mythe, rite et symbole. Oh wow. Fait que c'est des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup. Donc tout ça pour dire que d'être venue à l'université, ça m'a remis en contact avec certains mots plus compliqués que ce qui devrait être. C'est ce qui me gosse un peu de l'université. Là. Puis t'as toujours ce désir d'apprendre, même après avoir fait ton bac, genre? Tu veux comme pousser un peu plus tes connaissances à faire différentes choses? Ouais, vraiment. Ben, en fait, si on pouvait être... En tout cas, personnellement, si je pouvais être payée pour étudier, je le ferais. C'est pas tout le monde qui le ferait, mais je suis sûre qu'il y en a une gang que ce serait ça. Puis c'est aussi que nos intérêts évoluent avec le temps. J'imagine que vu que je travaille de la maison, je fais plein de choses différentes, j'ai quand même le temps de me poser la question sur ce que j'aime et ce que j'aime pas, contrairement à quelqu'un qui, mettons, travaille 40 heures semaine, de 8 à 5, dans une banque, qui a comme pas le temps d'explorer plein d'avenues. Alors que ma job, c'est d'explorer plein d'avenues, puis là, je me découvre des passions. Fait que c'est difficile pour moi de différencier qu'est-ce qui est une passion que j'aimerais pousser à long terme ou juste une espèce de... Quelque chose que t'aimes ou quelque chose que t'aimerais travailler dedans. Ou qui me fascine momentanément, tu sais. Puis la mythologie, ça fait comme 2 ans que je tripe en lien avec l'étymologie aussi, parce que les deux sont quand même combinés, tu sais, parce que l'étymologie d'un mot va souvent venir d'une mythologie ou d'un dieu grec. Donc, je me suis dit, j'aimerais ça pousser là-dessus. Mais le cadre universitaire me gosse vraiment parce qu'il utilise des mots trop longs pour se passer. Pour dire que ça veut dire. Ouais, vraiment. T'es-tu à l'université, toi? Pas l'année prochaine, probablement. Mais là, j'ai fini mon cégep il y a 2-3 ans. Puis là, j'ai voyagé un peu depuis là, puis j'ai comme travaillé un peu. Puis là, je suis revenu de voyage récemment, puis je me cherchais des jobs, puis je pensais à son université bientôt, mais la principale raison pourquoi je retourne, c'est que je cherche des jobs dans... Moi, c'est un peu la même chose que toi, les communications, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, mais j'ai juste un deck en com.
ça vaut pas grand-chose. Puis quand mettons, je cherche des jobs, là, j'en ai trouvé une, mais ça a pris longtemps avant de trouver une job qui me plaisait. Puis à force de faire des demandes dans des jobs qui font un diplôme, puis là, tu fais comme, ben là, à un moment donné, je vais comme avoir le papier pour faire la job que je veux, parce que je veux pas faire comme des jobs d'épicerie toute ma vie. Là. Ouais, alors que la com, ça s'apprend en 20 minutes, au final, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. C'est ça qui me gosse, puis c'est là où je me dis, est-ce que j'aurais vraiment dû faire... En fait, j'ai fait une mineure en psycho puis une majeure en com, qui m'a combiné comme un... Tu préfères ça, tu sais, genre juste une mineure. Ouais, mais c'est ça mon but présentement, là, j'ai fait quelques demandes à quelques universités, puis j'ai été accepté dans quelques certificats. OK. Fait qu'à partir de là, je vais voir. Là, il y a aussi une école de radio à Québec qui m'intéresse. OK. Le CATQ, je sais pas si ça dit quoi. Je pense que oui. Je pense que j'ai des amis qui ont fait Promédia, qui sont allés là. Ouais, c'est ça. Promédia aussi, c'est une bonne école. Toi, tu as fait Promédia? Ouais, j'ai fait Promédia. C'est une bonne école pour les communications? Oui et non, dans le sens où je veux pas comme publiquement. Bâcher, ouais, exactement, mais tu sais, je suis toujours très transparente dans ce que je dis puis ce que je fais, là, mais en fait, Promédia, ça dépend ce que tu veux faire avec ça. Faut quand même, tu sais, faut pas penser qu'en sortant de là, tu vas avoir des contrats. Faut soit déjà avoir un pied dans le milieu. OK. Tu sais, ceux, mettons, qui ont fait Promédia, avant d'être à l'université ou avant d'avoir un peu d'expérience, je pense que c'est un peu trop pour eux. Pas trop difficile du tout, là, juste trop. Puis, il n'y avait pas les outils pour comprendre après ça comment s'immiscer dans le milieu, parce qu'ils ne disent pas non plus comment s'immiscer dans le milieu. C'est extrêmement cher. Vraiment, vraiment cher. Là. C'est des milliers de dollars pour pas grand-chose. Mais pas grand-chose. Tu sais, ça m'a... Peut-être que j'aurais pas fait les choses que j'ai fait après grâce à ça, mais c'est pas parce que ça m'a ouvert des portes, mais c'est parce que ça m'a dit dans quoi j'étais bonne, qu'est-ce que j'avais à améliorer, puis quelles étaient mes forces. Donc, j'ai découvert que j'aimais beaucoup la radio, ce que je savais pas. Puis que le monde de la télé me gossait un peu. Tout simplement parce que c'est beaucoup des jeunes filles, mettons, qui voulaient aller dans le monde de la télé, c'était pas pour les mêmes raisons que moi. En tout cas... Trouver un peu ton point, puis dans quoi tu fais un peu. C'est ça, mais je fitais pas avec le reste du monde, puis au niveau social, j'ai trouvé ça difficile. Parce que il y avait des préjugés sur moi, j'avais des préjugés sur les gens. Puis je dis ça en toute transparence, puis ça fait maintenant 4 ans que j'ai gradué. Fait que, en tout cas, mais c'est bien d'avoir plein de différentes... formation, mais la com en tant que telle, est-ce que, tu sais, faire un bac en com, tu sais, j'ai pas l'impression que j'utilise tant que ça des choses que j'ai étudiées à l'université dans ma vie en ce moment, tu sais. Mais c'est aussi parce que j'aille les coms au final, là. J'ai essayé de faire des petits jobs de comme chargée de com à temps partiel pour comme une galerie d'art, puis genre, j'ai ça pour mourir. Je trouve ça vraiment plate et comme impersonnel. Fait que juste essayer d'être pigiste. À l'écriture, en tout cas, du moins à temps plein, là, c'est pas facile, mais c'est ce que j'aime. Tu sais, t'es étudiant en littérature, t'es en communication, tu parles beaucoup d'environnement. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel t'as étudié ou t'aimerais étudier? Non, pas du tout, en fait. C'est que mais c'est intéressant parce que mon avenue à l'environnement, ma façon de voir l'environnement peut aussi s'apparenter au mot que j'ai choisi aujourd'hui, c'est naissance. Je me suis dit qu'on allait pouvoir avoir plein d'avenues si on voulait y revenir, là. Mais... En fait, il va falloir que tu me ramènes des fois parce que là, mon cerveau, là, c'est plein de méandres. Moi aussi, je suis avec mais dans le fond, mon intérêt pour l'environnement n'est pas du tout lié à un intérêt scientifique. Au contraire, mon cerveau fonctionne aucunement de manière scientifique du tout. C'est vraiment de fil en aiguille. Je pense que j'ai toujours eu cet intérêt-là parce que je suis fascinée par les forêts, les arbres depuis que je suis vraiment petite. T'sais. Le mot sénescence m'est revenu à l'esprit en marchant sur le mont Sutton dernièrement, puis je voyais, mettons, les arbres qui avaient des petites des feuilles, dans le fond, des arbres qui avaient des feuilles à travers la neige. Puis là, ma mère, elle m'a dit « ça, c'est marcescence, tu sais. » Donc, c'est des arbres qui restent, dans le fond, avec leurs feuilles. Puis là, moi, j'ai appris le mot sénescence en même temps. Tout ça pour dire que j'observe énormément les détails de la nature, puis quand je vois que la déforestation, c'est vraiment comme... Je veux pas dire éco-anxiété parce que c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est vraiment comme une espèce de comme panique là, à l'intérieur de moi, puis ça me fait mal. Fait que je pense que ça a toujours été à l'intérieur de moi. Puis quand je faisais des chroniques à entrée principale à Radio-Canada, il y a une chronique que j'ai faite sur les entreprises québécoises éco-responsables. Puis j'ai parlé de 3 entreprises et ces 3 entreprises ont tellement été contents que je parle d'eux qui m'ont envoyé des cadeaux de leurs produits éco-responsables. Ça fait 2 ans à peu près. Donc, de fil en aiguille, c'est comme les premiers vrais cadeaux que je recevais comme influenceuse, mettons. C'était pas comme influenceuse, je recevais, c'était comme chroniqueuse. J'avais été payée pour dire ça. Non, j'avais pas été...
j'ai été payée pour ma chronique, mais j'ai pas été payée par eux pour dire ça du tout. C'était vraiment genuine comme façon de le faire. Donc, je me suis dit, si je veux continuer à me trouver une niche, ça pourrait être ma niche parce que je vois que ça fonctionne. Ouais. Fait que, puis là, après ça, j'ai commencé à sortir avec un gars avec qui je sors encore, qui travaille en environnement, qui est chargé de projet en environnement, donc qui, lui, a plein de contacts, autant au gouvernement que dans tous les OBNL du Québec environnemental. Fait que là, à un moment donné, les discussions, quand lui revient de la job, ça tourne beaucoup autour de ça. Lui, il veut pas que tu t'intéresses à ça. Ben oui, lui a passé l'après-midi à discuter avec Hydro-Québec ou le ministère de l'Environnement. Fait que c'est sûr que là, moi, j'ai des cues. Puis là, ça me fait penser à des idées de chronique. Là, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire là-dessus. Parce que, mettons, si j'avais voulu être chroniqueuse culturelle, ce que beaucoup de filles, je dis filles parce que c'est beaucoup. C'est majoritairement ça, Ou sans vouloir faire de. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, c'est un stéréotype, mais c'est un petit peu vrai. C'est pas négatif non plus. Non, pas du tout, c'est ça. C'est juste que, tu sais, on a été socialisés pour aimer les arts. Donc, voilà, donc ça fait en sorte que pour me distinguer de ce créneau-là, je me suis dit, on va y aller là-dedans. Donc, ça m'a forcé à en apprendre un peu plus sur le côté scientifique de l'environnement. Mais quand je vulgarise quelque chose, soit je demande à mon chum de me l'expliquer de la façon dont mon cerveau fonctionne, parce qu'il sait comment mon cerveau fonctionne. Soit, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que je comprends pas tout ce qui est écrit, je peux pas aller trop profond. Ouais. Contrairement à un scientifique qui va expliquer des choses qu'on comprendra pas. Mais moi, c'est impossible que j'explique quelque chose que tu comprennes pas, parce que je le comprends pas moi-même. Mais je pense que mon cerveau est juste capable de comprendre quelque chose, de faire ressortir l'élément facile de quelque chose de compliqué. Ouais. Mais tu le fais bien parce que, tu sais, sur ta chaîne YouTube, Bravo Maud, qui est vraiment très intéressante, tu parles de vraiment beaucoup d'environnement en général, tu parles d'autres sujets, mais principalement d'environnement, puis t'es capable de bien vulgariser avec des chiffres, mais tu dis que, tu sais, la science, c'est pas quelque chose qui t'accroche. Est-ce que faire des recherches, c'est quelque chose qui est difficile pour toi? Ça me fait quand même chier, des fois. On va trouver les statistiques dans le fond. Non, parce que c'est des statistiques, tu sais, pour vrai, mes statistiques, des fois, je vais sur Google Scholar, puis je vais trouver des... C'est la meilleure façon, dans le fond, d'avoir des sources fiables, pour moi, d'aller sur Google Scholar, puis de trouver des thèses universitaires. Mais sinon, je vais souvent prendre mes chiffres sur Équiterre ou sur... dans des articles de la presse ou de Radio-Canada. Ou dans des vidéos YouTube, Le Monde. Le Monde fait des vidéos YouTube, puis c'est quand même un institut journalistique française. Donc, pour moi, c'est sûr que leurs sources sont bonnes. Fait que moi, c'est vraiment deuxième. Tu sais, je vais pas... Des fois, je vais appeler, tu sais, par exemple, je connais bien Catherine Potvin, qui est une scientifique de renom à Montréal. Je l'ai déjà appelée pour avoir des Q un peu. C'est ça, mais je vais jamais décortiquer là, un gros graphique. Moi-même, je suis pas statisticienne. Fait que c'est juste savoir lire, faire un copier-coller sur un Google Doc. C'est la base de tes recherches. C'est la base de mes recherches, puis juste le dire d'une façon un peu plus le fun. Que ce qui est écrit dans le devoir, par exemple. Ben, le fun, je dis, c'est juste parce qu'à l'oral, il faut que ça soit difficile. C'est une façon aussi de rejoindre plus les jeunes parce que notre génération, de plus en plus, c'est difficile, mais on est moins accroché vers la lecture, puis c'est juste un changement de média qui est plus vers la vidéo ou l'audio. C'est ça. Fait qu'il faut essayer de s'adapter à, peut-être, mettons, maintenant les articles, tu sais, que tu écris un article super bon sur l'environnement. Ça va peut-être moins rejoindre les jeunes que si tu fais une capsule sur une chaîne YouTube ou sur un podcast ou peu importe. C'est sûr, mais c'est difficile quand même, tu sais, dans le sens où, tu sais, j'avais déjà, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais déjà une bonne tribune sur Instagram. Mais tu sais, j'ai toujours la même tribune. Ma tribune n'a jamais vraiment augmenté, là. Ça fait 4 ans que je suis à 8000 abonnés, là, je suis à 8600 en ce moment à peu près, là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce que l'environnement, c'est pas un sujet qui intéresse tant de monde. Ceux que ça intéresse, ça les intéresse. Beaucoup. Vraiment, puis les abonnés que j'ai, c'est vraiment des abonnés comme de qualité que je dis. C'est des gens qui me donnent des informations, qui échangent avec moi de façon extrêmement positive. Tu sais, j'ai jamais rien reçu de négatif. À part genre une fois, un gars comme... Parce que je suis allée une fois au Mexique en 3 ans, là, puis qui m'a dit genre... En tout cas, je veux dire, on voit bien ce que ça fait de justement, par rapport au voyage... T'es une grande voyageuse, puis... Parce que tu voyages plus le temps, là. Mais non, parce que c'est ça, c'est-tu à cause de ça? C'est une pression comme des autres, ou c'est toi qui t'imposes ça un peu, de limiter tes voyages, parce que les avions, puis les voyages en général, c'est extrêmement polluant? Ben, c'est 2 choses. Premièrement, tu sais, les gros voyages que j'ai fait, mettons, j'ai fait comme 3 gros voyages toute seule dans ma vie. Islande, Nouvelle-Zélande, Indonésie, tu sais. Puis...
faut dire que, ce qu'il faut savoir, je sais pas si t'es au courant, je suis comédienne aussi, mais on m'a connue dans les parents, d'où le fait que j'ai une tribune, là, sinon on n'aurait pas vraiment eu tant que ça, là. Merci à tous qui appellent non. Mais pour vrai, c'est juste que j'avais quand même beaucoup d'argent pour les besoins que j'avais. Okay. On s'entend que c'est extrêmement lucratif entre l'âge de 15 et 20 ans. Tu as eu beaucoup d'argent à un jeune âge aussi? Un jeune âge, je l'ai investi dans l'immobilier, mais sinon, mes parents... Bon, j'ai fait un peu ça, mais ils m'ont laissé comme un 10 000 $$ pour faire ce que je voulais. Okay. Et j'ai fait énormément d'argent, mais depuis, moi, je touche pas à cet argent-là. Donc, j'ai pas d'argent pour voyager. Bon, tu sais, être pigiste dans les médias, là, ça donne, honnêtement, ceux qui pensent qu'il y a comme... Tu sais, parce que, tu sais, j'ai comme un peu d'abonnés et tout ça, mais c'est vraiment difficile de faire de l'argent. Fait que je pourrais pas me permettre les voyages que je faisais avant. Du tout, parce qu'il me reste pas d'argent à la fin de l'année. Mais il y a aussi la partie que... en effet, si je faisais un grand voyage à travers l'Asie, je sens que je me ferais juger. Ça, je le sais. Puis quand je regarde, mettons, des photos de l'Albanie, genre, j'ai envie d'y aller. Puis j'imagine déjà mon discours justificateur. Même chose quand je me suis fait inviter au Mexique pendant le temps des fêtes. C'est le père de mon ami, là, j'ai rien payé. Le père de mon ami qui est riche, il a dit « Hey Maud, viens-t'en avec nous, tu payes rien. Qui aurait dit non? Qui aurait dit non? Donc... il y a plein de ces raisons-là. Il y a vraiment la raison économique, il y a la raison du jugement, je l'assume totalement, puis il y a la raison aussi, tout simplement, je veux pas faire la promotion du voyage excessif. Mais peut-être que, mettons, dans un an ou deux, mon chum et moi, on va aller un peu soit, on pense peut-être à la Patagonie, en Amérique du Sud, mais ça va être perçu comme un voyage éco-responsable, puis je veux pas que les gens pensent que mon mode de vie est vraiment restreint, puis que ça dise aux gens « voyagez jamais », parce que sinon personne va vouloir adhérer à ce mode de vie. Fait qu'on voyage au Québec. OK, ben, tu sais, il y a bien des belles places au Québec qu'on voit pas assez. Ben oui, comme la Côte-Nord, on est allé. Puis... justement, on a fait une vidéo sur ça, un peu sur l'écotourisme. C'est ça, puis là, on s'en va cet été avec un couple d'amis en voiture électrique aux îles de la Madeleine. Oh, wow! Fait quand même, ça, c'est très, très, très éco-responsable. Oui, c'est ça. Mais ça donne que notre couple d'amis a un auto électrique, tu sais, fait que ça nous coûtera pas très cher d'essence. Puis, fait que c'est ça. Je pense que ça nous force à découvrir le Québec aussi. Parce qu'en tout cas, moi, je recommande la Côte-Nord à tout le monde. Fait que, mais tu sais, je sais qu'à un moment donné, je vais vouloir retourner à l'étranger, puis ça brûle à l'intérieur de moi. Mais ce qui me gosse, c'est les influenceurs qui vont vraiment parler du voyage. Tu sais, un influenceur voyage, puis que... c'est très comme trendy, puis c'est devenu, je pense, beaucoup ça. Le fait que, comme, si t'es un influenceur, puis tu veux travailler tu veux comme gagner ta vie en étant personnalité publique sur Instagram, whatever, ça vient un peu avec le fait que tu voyages, puis tu sais, tu penses, mettons, au Québec, mais aussi international, les gros, ben c'est eux qui voyagent, puis c'est eux qui ont le budget pour faire ça. Mais ils ont le budget, les compagnies sont willing, eux, de leur payer à ces affaires-là, puis c'est correct, tu sais, on n'a pas tous été élevés de la même façon, on n'a pas toutes les mêmes valeurs. Personnellement, ce serait impossible pour moi, dans mon fondement, de faire cette job-là comme à temps plein, puis de passer par-dessus mes valeurs, tu sais. J'ai été élevée, pas par une famille cynique du tout, là, mais comme, dans le sens où, tu sais, tout ce qui est too much, quétaine, c'est ça, j'ai jamais été encouragée. Je suis un peu d'une famille d'intellectuels, tu sais, je veux dire, moi, mais j'avais pas d'argent en dessous de mon oreiller quand je perdais une dent, j'avais des jeux éducatifs, tu sais, comme, tout est sujet à éducation, là. Tu sais, on fait 5 heures de char, Maud, tu vas apprendre toutes les capitales, tu sais. Fait que, ce serait impossible pour moi d'être une influenceuse mode. Ça viendrait déconstruire tout ce que j'ai pensé que j'étais et que je suis par le fait même. Donc, il faut qu'il y ait... Sauf que ça fait en sorte que je suis pauvre, tu sais. C'est la raison. Ben oui, tu sais, puis le fait que j'ai de la misère avec le PR et tout ça, mais tu sais, c'est sûr que si je mettais ma vie personnelle plus que ça sur les réseaux sociaux, puis que je parlais de mode, je suis pas capable de maquiller ou de m'habiller, fait que je pourrais pas, tu sais. Je sais que j'aurais pu... prendre ma tribune de télé, des parents tactiques, puis l'amener beaucoup plus loin. Puis qu'en ce moment, je ferais 4 fois plus d'argent par année. Mais, je suis heureuse dans ce que je fais, puis tout est congruent avec mes valeurs. Puis le terme... Est-ce que tu t'associes premièrement avec le terme influenceur? Ben, il y a des gens qui m'associent à ça. Il y a des... Ben, oui. Moi, je dirais que oui, parce que je pense que j'influence des messages que je reçois, j'influence les gens. Il y a plein de monde qui me disent, depuis que j'ai vu telle affaire, j'ai lu ton article, tu as partagé telle story, je fais ci, ça. Moi, je pense que c'est la façon la plus
brut d'influencer. C'est ça, En fait, si on retourne au sens du mot brut d'influence, oui, je suis influenceuse, mais c'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est d'être pigiste dans les médias, puis 90% de mes revenus, c'est l'écriture. Le terme influenceur qui est comme vraiment pitché un peu n'importe où, comment tu le prends un peu? Je le prends pour moi, je le prends pour la société. Mettons pour toi, comment tu le prends? Ben, je le prends quand même positivement parce que je pense que je fais un travail de recherche, que ce soit pour mes quiz, que ce soit pour mes vidéos, tu sais. Je fais quand même un travail en ce moment bénévole, tu sais, on s'entend que, je veux dire, c'est pas lucratif en ce moment pour moi, tu sais, c'est comme quelque chose qui se solidifie puis qui m'amène d'autres contrats payants, mais en tant que tel, ni mon Instagram ni mon YouTube sont lucratifs. Donc, je pense que oui, parce que j'utilise mes capacités de recherche et de synthèse et de vulgarisation pour influencer les gens à faire de leur quotidien un quotidien plus éco-responsable. Donc, je le perçois positivement si on me considère influenceuse. Après ça, pour la société, ça me désole que certaines personnes influencent d'une certaine façon, surtout les jeunes. Parce que les jeunes, maintenant, ce qu'ils ont entre les mains, c'est plus ou moins contrôlé, puis ils ne sauront pas faire la différence entre un influenceur ludique et un influenceur qui influence pour des raisons qui vont nous aider à évoluer. Plus aussi. Oui, évoluer. Parce que c'est rendu une business, vraiment, puis le monde qui... Parce que c'est le feeling que j'ai, là. Tu sais, on peut pas savoir quand on n'est pas dedans, mais le feeling que j'ai, c'est entièrement une industrie que maintenant, le monde qui s'investit dans ça, veut pas, ils ont en arrière-pensé le fait que je vais me faire du cash avec ça. Ben oui. Puis tes actions vont aller dépendant ça aussi. Ben oui. Ben, au début, je pense que les gens allaient vers ça pour la popularité parce qu'il y a comme un feeling vraiment galvanisant d'avoir plein de likes puis plein d'abonnés. Puis après ça, ben depuis quoi, 4, 5, 6 ans, c'est vraiment plus lucratif, là. C'était pas le même, là, quand je me suis mise sur Instagram en 2013. Ça fait exactement 7 ans que je suis sur Instagram. C'est genre Pâques 2013, je me rappelle. C'était pas ça du tout. Fait que, je pense que c'est ceux qui vont à l'occupation double, c'est dans le but. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est rendu un... Tu sais, mettons, il y a peut-être 15-20 ans, le monde qui voulait travailler dans les médias ou travailler sur la base publique, c'était en télé. C'était comme acteur. C'était comme... Mais maintenant, ça a tellement changé que... Ben, tu sais, c'est pas une critique, je pense que c'est une comparaison aussi de l'air du temps. Avant, c'était comme être un acteur, pas chanteur ensemble, mais être un acteur, être un animateur sur la place publique. Puis maintenant, c'est juste tu sais, le média plus populaire chez les jeunes maintenant qui est plus YouTube, Instagram, puis qui est moins la télé qu'il était avant. Fait que là, c'est juste une transition, je pense, de personnalités qui s'en vont vers plus ces médias-là. Exact. Puis tu peux pas... C'est Mounir de... Mère de Laval. De Mère de Laval, tu sais, qui parlait... J'adore Mère de Laval, honnêtement, là. Ce gars-là est incroyable. Je sais, tu sais, des fois, je l'écoute, tu sais, puis mon chum est dans la chambre, puis il est comme, arrête d'écouter ça parce qu'il trouve ça tellement intense, tu sais, le bashing qu'il fait. Il est bon, je trouve, là. Il est vraiment bon. Ah, moi, je l'adore, en tout cas. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il avait dit, tu sais, il parlait des médias québécois comme de Radio-Canada qui ont de la difficulté à s'adapter aux nouveaux médias, à YouTube, puis il a dit, honnêtement, si tu vas pas avec la vague, tu vas te faire fucking décoller par la vague. Puis il a raison, puis faut que ceux qui veulent être connus aillent avec la vague, faut que les médias québécois aillent avec la vague, faudrait que j'aille un peu plus avec la vague, mais c'est justement, comme en tant que pigiste, c'est comme, là, tu commences un peu à toucher plus le web, tu fais des chroniques pour Urbania, Journal de Montréal, qui est un média traditionnel, mais des chroniques sont quand même sur le web, t'as une chaîne YouTube, fait qu'est-ce que tu transiges un peu, t'essaies de transiger un peu plus vers le web, ou t'essaies de garder un pied dans les deux sphères un peu? Ben, tu sais, Urbania, ça fait quand même plus que 3 ans que je suis avec eux, ça fait longtemps, fait je pense que j'ai toujours voulu écrire sur le web parce que quand j'ai commencé à m'intéresser plus... pas à la littérature, mais comme aux beaux textes bien écrits, c'était sur le web, mettons, vers 18, 19, 20 ans. Fait que, tu sais, j'écris dans des magazines papier des fois, mais c'est pas moi, Maud, tu sais, c'est juste, je sais pas comment dire, là, mais j'écris pour faire de l'argent. C'est pas comme signer Maud Carmel, comme d'autres choses sont plus signées Maud Carmel. Fait que, j'aime bien ça aussi. Je pense que c'est pour chaque génération a son média. Puis, oui, si je pouvais être plus sur le web, je le ferais, mais en même temps, ce qui est particulier, c'est que même si tout est sur le web maintenant, les cachets ont pas suivi. Mettons, les web-séries, c'est le quart du cachet que si tu tournes en télé, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis comme, je sais plus qui disait ça. Je pense que c'était Fred Bastien. Je sais pas si tu connais. Ouais, j'aime bien. Je pense que c'est lui qui disait ça, qui disait que les cachets, justement, sur le web, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de financement par le gouvernement pour les productions web. Non. Très peu. Puis il faut que tu sois comme, tu sais, je pense à, mettons, V qui ont fait la série The Killing. Ouais. Ça qui est, c'est une plus grosse série, c'est un gros média qui fait ça, mais c'est quand même sur le web. Ouais. Mais un financement pour, mettons, des petits créateurs de contenu, c'est difficile. T'en as pas. Puis la seule façon d'avoir ça, puis je pense qu'il y a certaines personnes qui critiquent un peu les partenariats comme avec des compagnies, mais c'est leur façon d'avoir de l'argent. Ben oui, ils ont pas le choix. Puis c'est pour ça que ça dépend si tu deviens créateur sur le web, créateur de contenu. En fait, est-ce que tu y vas juste pour l'argent pour travailler avec des compagnies ou c'est parce que tu as quelque chose à offrir puis sur le side, tu sais, je pense à mettons Thomas Gauthier que c'est incroyable. Moi, à chaque fois, là, tu sais, genre, je fonds devant ces vidéos à quel point il est extraordinaire. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est lui qui m'a donné envie d'aller sur YouTube. C'est lui qui me disait, hey, on a besoin de plus de gens de contenu au Québec sur YouTube. Tu sais, on se parlait un peu sur Messenger, tu sais. On se connaît de comme amis communs, tu sais. Puis il disait, tu devrais essayer parce qu'en France, il y en a plein des contenus, mais au Québec, il n'y a pas tant de créateurs de informatique. Ouais, de vulgarisation, que ce soit scientifique ou culturelle. Ou culturelle ou politique, tu sais, comme lui ou Fred Bastien ou peu importe. Puis, dans le fond, c'est ça, mettons Thomas, des fois, il va avoir quelques commandites, mais sinon, ça va être Tipeee, ça va être... Ben, il y a beaucoup de views aussi, donc ça aide... C'est du gros travail de recherche. C'est un peu comme toi, c'est comme, tu sais... Il met son temps, c'est des grosses vidéos chargées. Ouais. Tu sais, genre, chaque mot puis chaque partie de la vidéo est travaillée, puis genre, ça paraît vraiment. Là. Je sais, c'est ça. Ben, tu sais, si j'avais la tribune de Thomas, je le ferais aussi, mais c'est tellement difficile, puis tu dois le savoir aussi, que quand t'as pas une super grosse tribune au début, de donner tout ton temps pour mettre la qualité ultime. Ouais, c'est sûr que, tu sais, comme quand... C'est un peu une balance, en un sens, là. C'est comme... Oui... le faire par passion, puis comme c'est... Je pense que pas la plupart... Ben oui, je dirais la plupart du monde qui veut s'investir dans ce milieu-là le font par passion, puis le font parce qu'ils aiment ça. Ouais. Il faut que t'aimes ça. Ben c'est sûr, mais des fois, comme quand tu fais des efforts, puis comme que t'espères peut-être avoir une rémunération ou avoir une reconnaissance, puis ça vient pas, c'est sûr que mettre l'effort dessus, c'est un peu difficile, fait que c'est là comme que la persévérance entre en jeu, puis que ceux qui réussissent sur le long terme. Exact. Puis ceux qui coulent, puis ceux qui prospèrent. Ouais. Fait que c'est ça. Puis c'est difficile au jour le jour, je trouve, de continuer, tu sais, à en faire un peu plus. Puis, tu sais, j'adore mon quotidien d'écrire, mettons, pour des médias, parce que c'est lucratif. Ben, c'est lucratif. Je suis payée pour, c'est un cachet aussi. Mais c'est un cachet, mais de faire mes vidéos YouTube, tu sais, il faut vraiment que mes amis, puis les gens autour de moi, puis mon chum m'encouragent, parce que ça me tente souvent de juste, comme, plus en faire quand, tu sais... Mais je comprends que, mettons, les vidéos, que j'ai des collaborations ont plus de vues, tu sais. Puis c'est de même qu'il faudrait que ça monte, sauf que je trouve que ça monte lentement, les abonnés. C'est pas assez vite à mon goût, mais, tu sais, j'ai eu mon 1000 abonnés en 5 mois, c'est bien. C'est quand même bien. C'est bien, surtout pour le sujet que j'aborde, mais c'est difficile de garder la motivation. Mais parce que, tu sais, est-ce que, dis-moi si je me trompe, mais au Québec, il y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui parlent d'environnement principalement. C'est ça, parce que c'est ça, t'es une des seules que je connais. Ben, c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Chercher une chaîne YouTube qui parlait des enjeux québécois. Parce que les enjeux diffèrent selon l'endroit dans le monde. Puis j'en trouvais pas. Fait que je me suis dit, ben, je vais être la personne que je cherche. T'sais. Ouais. Puis t'es impliqué, tu sais, t'as une chaîne YouTube, mais t'es impliqué dans aussi beaucoup de choses. T'as fait la planète sa vie à l'école. Oui. Qui était un événement quand même important. Puis qui a amené. Je pense beaucoup de sensibilisation par rapport au fait de changer un peu l'école québécoise pour la rendre plus verte. Est-ce que t'as un peu suivi le développement? Tu sais, ça fait environ 1 an que ça a été fait. Est-ce que tu suis un peu le développement par rapport à les démarches qui ont été faites dans les écoles au Québec? Oui, je suis allée à une réunion, un CA l'autre jour. Je suis encore en contact avec l'initiateur du projet, Dominique Vézina. Dans le fond, suite à ça, il y a eu des changements, je ne pourrais pas les nommer exactement. J'étais encore bien enrhumée à ce CA-là, fait que j'étais un peu endormie. C'est vraiment la faute du virus, pas la faute du CA. Là. Mais c'est aussi que là, c'est pas 100% confirmé, fait que je sais pas jusqu'à quel point je peux en parler, mais il y a comme une OBNL qui est sortie de ça, qui s'appelle Lab 22, puis qui va faire un suivi à travers les écoles. Puis si tout se passe bien, on devrait, dans
moins d'1 an, faire des tournées à travers les écoles avec l'autre animateur avec qui j'étais. OK. Wow. Billy. Puis voilà. OK, puis qu'est-ce que cet événement-là t'a un peu appris sur les jeunes, pis sur le fait d'engagement politique ou social des jeunes? Ben, à quel point ils sont plus engagés que quand moi j'étais en secondaire 5. Là. C'est vraiment au cœur de leurs préoccupations. En tout cas, c'est sûr que j'ai travaillé avec ceux pour qui c'était au cœur. Ouais, c'est ça. Mais ça reste que jamais il y aurait eu ça quand j'étais au secondaire il y a 10 ans. 9 ans, 10 ans, whatever. Fait que, ça m'a appris que les jeunes étaient la génération sur laquelle on pouvait compter. Mm-hmm. Mais en même temps, je pense que je peux comprendre l'espèce de division boomers, et pas nécessairement milléniaux, mais pérenniaux, donc un peu plus jeunes. Ouais. Peut-être que toi, t'es sa limite là, de ça, là, à 22 ans. Là. Mais des jeunes, mettons, qui sont secondaire cégep en ce moment, pourquoi est-ce qu'ils haïssent entre guillemets, les baby boomers, parce qu'ils sentent une impuissance, puis ils se donnent corps et âme. Là. Donc, j'ai vu ça, puis ça m'a donné vraiment envie de plus le faire pour eux. Puis c'est pas mal la plus grande partie de ma tribune. Ouais. C'est ces jeunes-là. De 17-18 ans. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de critiques, je pense, qui commencent petit à petit à se faire un peu tasser de là. Des critiques qui disent que les jeunes milléniaux dans la génération se plaignent puis font pas les actions. Et ils font les actions. Puis là, je pense que, tu sais, avec la manif qu'il y a eu en septembre, avec le mouvement étudiant pour l'environnement. Les vendredis, qui est encore là, puis après quand même 1 an ou 2, peut-être que le mouvement est plus là. Ouais. Ça prouve que, tu sais, si c'est une situation puis une cause sociale qui tient aux jeunes, ils vont être là puis ils vont donner tout ce qu'ils ont à faire. Fait que ça dépend vraiment la cause qui les rejoigne, puis si c'est ça, ben comme les jeunes vont être là dans les rues, vont être là sur les réseaux sociaux, vont être là partout pour être là cette cause-là. Puis je pense que ça, petit à petit, je pense pas aussi vite que j'aimerais, mais ça pousse dans nous un peu des politiciens. Oui. Qui font comme peut-être maintenant il faudrait comme se réveiller un peu dans ça. Là. Oui, ben on le voit, François Legault, honnêtement, j'ai été quand même relativement positivement surprise de la façon dont il a abordé l'enjeu climatique depuis qui est en poste de premier ministre. Je le vois dans son regard qui est comme OK, c'est beaucoup plus important que ce que je pensais. Puis même si, bon, après ça, c'est pas lui qui décide à 100%, il y a un cabinet derrière lui, là. Ça reste qu'il essaye petit peu par petit peu, mais faut quand même garder en tête que 1% du budget va en environnement. Fait que c'est pas... 1%, c'est rien, là. C'est rien, puis une affaire, tu sais, je pensais à ça récemment, puis je me disais que la cause environnementale, c'est un enjeu extrêmement important, puis qui va mener à notre perte dans quelques années si il n'y a rien qui change. Ben oui. Puis si, mettons on passe dans un univers qu'il y aurait une guerre mondiale, ben là, les actions seraient faites pour la changer. Ben oui, puis là, c'est comme, tu sais, c'est pas la même situation, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose, de façon extrêmement importante, puis je sens que, où les actions politiques se font, mais c'est tranquillement, puis l'espace économique. C'est pas pris au sérieux, vraiment. Non. J'ai l'impression que si, mettons, c'était une autre cause qui était économique ou comme... Qui changerait le territoire, ou changerait un peu la paix dans le monde. Ouais, ou tuerait des gens de façon comme claire et précise. Là, parce que là, ça tue des gens, mais de façon vraiment indirecte. Là. Si tu y penses à ce pays-là, puis tu t'informes pas vraiment, tu sais pas que le monde en Indonésie se font comme pousser de leur terre. Là. Ben, en effet, le fait qu'on n'est pas capable de changer nos modèles économiques, je veux dire, l'argent... rule the world. Fait que c'est sûr qu'on changera pas jusqu'à ce qu'il y ait une crise du pétrole, par exemple. T'sais. Fait que, parce que c'est vraiment le pétrole, là, mettons au Canada, là, le plus grand enjeu. Puis s'il y avait une crise du pétrole, par exemple, le pétrole devenait extrêmement cher parce que il y en avait de moins en moins, ou il y avait juste comme, je sais pas, un événement qui faisait en sorte que ça venait super cher, mais là, on changerait nos habitudes. C'est juste que vu que c'est extrêmement lucratif, tu sais, toutes les industries super polluantes sont lucratives, mais c'est sûr que ça ne fit pas avec la manière dont on a évolué à travers les siècles. Ouais, c'est ça. Tu vois un parti, les libéraux, qui sont un parti comme sensiblement centre-gauche, là. Ouais. Puis qu'avec, tu vois le pouvoir de l'argent, là, tu sais, comme le pipeline. Ouais. Tu vois le pouvoir de l'argent qui va en mode, puis je pense pas que dans ses valeurs... Trudeau et les libéraux voulaient vraiment acheter le pipeline, mais... Non, ils voulaient pas, clairement pas. Là. Mais, tu sais, la pression électorale, l'Alberta voulait juste ça, puis
un moment donné, c'est comme quand t'entres dans cette game politique-là, tes valeurs sont un peu mises de côté, puis genre, je trouve ça un peu comme... Je m'intéresse beaucoup à la politique, puis je trouve ça plate un peu que quand t'entres dans ce fait de milieu-là, t'es plus ta personne, t'es un politicien, puis tu penses comme un politicien, puis t'agis comme un politicien, fait que tes valeurs sont mises de côté, puis tu sers le peuple. Ouais, absolument, c'est ça, tu sers le peuple, tu sers pas le peuple, tu sers les grosses compagnies, en fait. Là. C'est plus ça, c'est tu sers même le peuple, tu sers les multinationales. C'est ça qui est gossant, en fait. C'est ça qui est juste vraiment frustrant. C'est même plus... c'est pas le chef d'un peuple, c'est le chef des multinationales qui va au gré de leurs demandes à eux, parce que c'est eux, finalement, qui ont l'argent. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment décevant de la part des politiciens, mais en même temps, c'est pas surprenant. Je pense que il va peut-être avoir un changement quand, par exemple, ces jeunes-là de 17, 18, 19 ans, c'est que j'ai vu à la planète Saint-Vite à l'école, vont être des adultes plus au pouvoir. Peut-être que là, ça va changer. Mais encore là, je pense que ça va pas être une lutte facile. Là. Comment tu réussis à rester optimiste et pas virer vers le cynisme dans cette situation-là? Parce que tu fais beaucoup de recherches dans ta chaîne YouTube, tu démontres des chiffres qui sont pour la plupart du temps assez comme négatifs puis alarmants. Comment ça pour pas comme tomber de l'autre bout de la falaise et faire comme fuck off, ça vaut pas la peine? Parce que des chiffres, c'est des chiffres. Selon, je veux dire, ça a l'air weird dit comme ça, là, mais c'est simplement parce que peut-être qu'il y a un déni à l'intérieur de moi. Tu sais, vu que c'est des chiffres que je vois et non pas des images devant mes yeux, là, comme devant moi, peut-être que je le vois moins, puis je me dis, ça, c'est juste un chiffre dans la Terre parmi tant d'autres chiffres qui sont encore stables. Il y a plein d'animaux qui, par exemple, sont en hausse parce qu'on les protège. Ça, il faut en parler aussi, puis c'est pour ça que je m'associe avec le Média 1.5, parce qu'eux, ils parlent d'action climatique. Puis, bon, pourquoi je bascule pas de l'autre bord? Ben, tout simplement parce que je vois vraiment pas l'intérêt. Je suis quelqu'un qui... Dans mon cerveau, c'est de même ça marche. Là. J'ai la chance d'avoir beaucoup de sérotonine, premièrement. Je vais toujours vers la lumière, je vais toujours vers quelque chose de positif. Je m'habitue jamais très longtemps sur mon sort. Fait que je pense que c'est juste mon cerveau, il fait comme ça. Puis, tu sais, si jamais ça va vraiment pas bien, ben, je me dis, je vais juste m'isoler avec genre mon chum et mes futurs enfants dans une terre. Puis, tu sais, je sais très bien comment jardiner tous les fruits et légumes du monde. Fait que on va faire ça, puis on va être autosuffisant. Je trouve ça, tu sais, moi, ça fait... environ un an, je suis comme majoritairement végétarien. Je suis pas 100%, mais j'essaie vraiment comme de trancher plus vers ça. Puis, je m'intéresse à l'environnement depuis quand même longtemps, mais vraiment plus sérieusement depuis une couple de mois. Puis, dans mon esprit, depuis que c'est plus important, vraiment comme chaque action quasiment que je fais quotidiennement, j'ai en arrière-pensée comme est-ce que c'est polluant? Est-ce que ça va être nuisible? Est-ce que tu ressens un peu la même chose? Ben oui, c'est sûr. Ah oui, absolument. Ben, ça dépend dans quel contexte. Tu sais, des fois, je me dis, hey, ça va, là, tu sais. Le marché, j'entends, est fermé, je m'en vais à l'épicerie normale, j'achète des affaires, j'ai pas le choix de les acheter un peu emballées. Je vire pas folle avec ça, mais c'est sûr que chacun de mes déplacements qui sont pas en transport commun à pied, j'y pense. Chaque fois que je prends un taxi, je suis comme, est-ce que c'est vraiment nécessaire, Maude? Tu sais, je veux dire, je mange végé, je mange vegan, mais dans les parties de famille, je vais manger de la viande et tout. Je le dis, là, je suis transparente là-dessus, parce que j'ai pas envie là, de me casser la tête. Puis, parce que c'est comme ça que je marche depuis 7 ans, là, comme type de régime. Ça fait 7 ans que t'es végétarienne ou liane? Ouais, depuis que j'ai 18 ans, j'ai commencé plus vegan. Mais tu sais, c'est des on and off, ça dépend comment mon estomac feel, parce que j'ai vraiment beaucoup de problèmes digestifs aussi. Puis des fois, je suis plus capable de manger des légumes. Ça me fait mal, fait que je reviens à un peu d'œuf, un peu de poisson, un peu de fromage. Des fois, le fromage, ça me fait plus, ça me donne mal au cœur. Fait que je varie, mais des fois, j'y pense. C'est comme quand je mange, tu sais, mettons, chez mes parents, du poulet, je me dis, c'est pas parce qu'ils l'ont fait que c'est pas polluant, peut-être qu'ils l'auraient réutilisé pour leur dîner, donc ils en auraient pour acheter un autre après, tu sais. Donc, j'y pense tout le temps un peu, mais je pense qu'il faut se concentrer sur les choses les plus importantes. Tu sais, les gens vont vraiment capoter beaucoup avec l'eau. Moi, l'eau, on dirait que, oui, je fais attention, mais c'est une des choses que je capote le moins avec. Les déchets, je capote pas tant avec ça, là, parce que, pour vrai, ce qui fait augmenter les émissions de gaz à effet de serre, c'est... le CO2, le pétrole, le méthane, donc le pétrole et les vaches. Donc, si on se concentre juste là-dessus, ça va déjà aller mieux. Puis je trouve que les gens se concentrent
un petit peu trop sur le zéro déchet parce que ça a l'air facile, parce que c'est esthétique. Ouais. Surtout, c'est très esthétique sur Instagram, le zéro déchet. Alors que je trouve que... En tout cas, je choisis mes batailles. Okay. Ben, je disais que les gens accordaient un peu trop d'importance au zéro déchet. Ouais, mais je trouve qu'en même temps, tu sais, genre, dans notre époque, des réseaux sociaux, les mouvements sociaux puis les mouvements généraux passent beaucoup par les réseaux sociaux. Oui, ça passe par les trends. Puis ça, je trouve que le trend d'éco-responsabilité, puis je trouve que c'est un trend, puis je suis pas pour les trends en général, je trouve ça un peu comme malsain, mais ça, au moins, c'est un trend qui est positif dans un sens. Exact. Mais j'espère que c'est pas juste un trend, premièrement. Ouais. C'est juste que c'est bien vu. On peut juste penser à toute la controverse autour d'Alanis Desilets. Comme il y a 2 ans même, je me demande s'il y a un an. Il y a 2 ans, je pense pas que ça aurait fait autant jaser cette espèce d'affaire-là. Juste simplement parce qu'une fois, elle a dit que ça l'inquiétait, puis qu'elle est associée. Ouais. Moi, je bâche pas du tout Alanis Desilets. Moi, je la bâche plus pour la choupe, là. C'est vraiment juste ça qui me gosse. Mais c'est tout simplement qu'on a besoin de la voiture. Les gens sont dépendants de la voiture, puis je suis sûre que 75% de ses abonnés ont une voiture. Donc après ça, c'est un peu hypocrite aussi de la bâcher. Ouais, mais quand t'as un auditoire, puis une tribune, puis c'est beaucoup de jeunes filles qui la suivent. Ouais. Puis quand tu prônes publiquement que t'es comme pour l'environnement, puis tu fais un move de même, c'est une grosse compagnie pétrolière qui est méga polluante, c'est un peu comme... Ouais. Elle aurait dû y penser 2 fois, mettons. Oui, exact. Elle aurait dû y penser 2 fois. Je pense qu'elle n'a pas d'agence, en fait. Okay. C'est l'impression que j'ai, parce que j'ai des amis dans des agences d'influenceurs, puis ils disent, mon Dieu, jamais moi j'aurais accepté ce contrat-là pour elle, même si ça donnait beaucoup d'argent, parce que les répercussions après sont même trop grosses. C'est bien compliqué avec les avocats d'Alanis aussi. Mais en effet, c'est bien qu'il y a ce trend-là que les gens bâchent le monde. Tu sais, même Émile Roy, il a fait comme une pub avec Ford, puis ça les fait reprocher, mais ça n'a pas été autant médiatique à Alanis. Puis je me demande après ça si on n'en demande pas plus aux filles qu'aux gars. Parce qu'il en parle, lui, beaucoup. Là. Il en parle bien plus qu'Alanis, tu sais. Puis je dis ça, j'adore Émile Roy, il était super généreux dans mon vidéo, là, vraiment, j'adore ce gars. Mais je pense que les filles ont plus de pression, mais il y a plus de filles influenceuses aussi. Le lectorat féminin, les auditeurs sont plus féminins aussi. En tout cas, il y a plein de choses à analyser là-dedans. Ouais, il y a un double standard un peu, je pense. Ouais, il y a un double standard. Les filles sont plus critiquées pour toutes. Mais je suis contente que ce petit trend-là, c'est juste que, tu sais, quand je regarde les influenceuses environnement, tu sais, c'est pas la même chose du tout que moi je fais. Ils vont être beaucoup axés sur l'esthétique, le zéro déchet, maison. Blanc, Pinterest, épuré, alors que pour moi c'est, tu sais, oui, d'avoir un petit peu de noix de lavage et de boules de laine pour ton lavage et d'avoir quelques sacs zéro déchet, oui, ça change un peu, mais c'est beaucoup plus loin que ça. Ça va dans le mode de vie, ça va dans les connaissances de l'environnement qui t'entoure, puis de la municipalité où tu te trouves, quels sont les enjeux et sur quoi tu dois te concentrer en tant que citoyen d'une municipalité, en tout cas. Ouais. Puis mettons à Montréal, qu'est-ce que tu trouves qu'on pourrait améliorer pour être plus vert et être plus éco-responsable? Ben, c'est pas super honnêtement. On a quand même une mairesse qui est axée là-dessus de façon très authentique. Les autobus électriques, elle est là-dessus depuis longtemps. Transport en commun. Ben, en fait, c'est le transport en commun qui fait en sorte qu'une ville est verte. C'est les déplacements. Donc, on a un transport en commun qui est correct. On s'entend que c'est pas New York non plus. Puis on a des espaces verts, mais je pense que toutes les ruelles devraient être transformées en ruelles vertes. Ça fait vraiment une différence au niveau des îlots de chaleur. Là. Donc au niveau d'une ville, transport en commun, îlots de chaleur, puis pas trop dézoné non plus, parce que les zones vertes, les zones agricoles, pas les zones agricoles parce qu'il n'y en a pas à Montréal vraiment, là, mais les zones vertes devraient pas être défaites parce que les animaux qui sont là-dedans vont devoir être relocalisés. Puis là, ça vient tout fucker la biodiversité de la ville. T'as fait une vidéo il y a, je pense, 1 an à peu près, je ne me souviens plus de la date, mais sur le gaspillage alimentaire, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Oui. Y a-t-il des solutions un peu pour pallier à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses doit être régi par la ville ou qui peut être vraiment juste fait individuellement par chaque restaurant ou chaque commerce ou chaque truc comme ça? Ben, c'est tout ça là. La ville, à ce qui paraît, elle va interdire le fait de jeter des aliments. En fait, c'est pour ça que j'avais fait ma vidéo, là, pour que les gens signent la pétition à Montréal, pour que la ville interdise aux commerçants de jeter des aliments invendus qui étaient encore comestibles et à la place de les jeter, de les donner à des organismes. Déjà là, je pense que si la ville met vraiment ça en place, il va y avoir un énorme changement.
je veux dire, toute la bouffe qui est jetée, à quel point ça pourrait aller à des gens dans le besoin, là, ça pourrait tellement faire une différence. Ensuite, les gens, dans les ménages québécois, il me semble que c'est, je sais plus trop combien de kilos, là, j'avais fait un quiz là-dessus, là, je me souviens pas de tous mes quiz, mais genre 10 kilos de bouffe par semaine, une affaire de même qui jettent. Dans les maisons, comme... Dans les maisons. Donc, les gens, peut-être de faire plus de petites épiceries, peut-être 2-3 épiceries dans la semaine s'il faut. Puis apprendre à congeler, apprendre à gérer son frigo. Puis maintenant, moi, je mets, mettons, mes herbes puis mes légumes sur le comptoir dans de l'eau, un pour qu'ils restent plus longtemps. Deuxièmement, pour les voir, pour pouvoir les intégrer à n'importe quel repas. Donc, il y a plein de trucs et astuces qui font en sorte que les gens pourraient juste se mettre des défis à chaque semaine pour arriver au gaspillage. Donc, c'est vraiment les deux, mais il faut pas sous-estimer les ménages québécois. Puis aussi, donner la possibilité aux commerces, comme aux restaurations, d'avoir du compost. Parce que là, c'est super compliqué pour eux d'utiliser le compost là, en tant que commerce. Mais, tu sais, comme... je pense en toutes les restos à Montréal, il y a maintenant une récolte de résidus alimentaires. Il n'y a pas ça dans les restos, là? Ouais, mais c'est pas la même... En fait, il faut que tu ailles le porter. Il n'y a pas de récolte en tant que tel. C'est vraiment bizarre parce qu'ils pourraient juste faire le même trajet puis ramasser les restos en même temps. Ben, c'est parce qu'il y en a tellement plus, c'est fait que c'est pas la même chose, c'est pas le même bac, c'est pas les mêmes règlements. Fait que je sais qu'il y a la CAL, le Pub Zéro Déchet sur Saint-Hubert, qui, eux, le font, mais ils compliquent vraiment la vie des restaurateurs. Puis déjà là, trier tes déchets en tant que restaurant, je pense que ça te complique la vie. Fait que si en plus tu dois aller le porter quelque part, ton compost. Fait que c'est un mélange de motivation individuelle de commerçants et la ville qui facilite les choses. Ouais. Dans cette vidéo-là, tu parles, c'est axé aussi sur le dumpster diving, qui est une pratique qui est comme, je pense, très jugée, puis il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à ça. T'en fais-tu personnellement, toi? J'en ai pas refait depuis, honnêtement. J'aurais pu. Pour vrai, c'est juste que ça n'a pas donné. Puis, j'ai été comme initiée à ça par Atlantide des Rochers, qui est vraiment une pionnière du dumpster diving, mais c'était pas à côté de chez moi. Je suis allée la rejoindre quelque part. Puis, il faudrait que j'aille pas loin de chez moi puis que je connaisse les endroits. Je suis abonnée à certains groupes. Des fois, je vois des affaires passer. Mais j'avoue que je l'ai pas fait depuis. Mais je pense que ça pourrait être vraiment plus dans ma pratique de vie de tous les jours. Mais il faut aussi que tu l'inclues à ton emploi du temps. Là. C'est quand même... faut que tu ailles le soir, tout ça. Puis moi, le soir, je suis pas sortie super sorteuse. Compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais il faudrait que je le fasse. Tu me le rappelles, là, mais j'aimerais ça recommencer. Fais-le. Ouais. Il y a beaucoup... Je pense que la couverture dans les médias des changements climatiques puis un peu des dérangeants climatiques et de plus en plus là, on voit les feux en Californie, les feux en Amazonie, plus récemment au Canada, la crise ferroviaire qui est un peu liée à l'environnement aussi. Mais c'est quand même des gros événements qui attirent l'attention beaucoup sur l'environnement pendant une semaine. Puis après ça, il y a comme 2 mois ou 1 mois qui se passe rien jusqu'à temps qu'il y ait un autre gros événement. La couverture médiatique, comment t'as trouvé par rapport à l'environnement? Ah, c'est une bonne question, c'est intéressant. Est sensationnaliste quand ça touche des gens. Parce que, tu sais, est-ce que les gens aiment le drame? Donc, c'est ça qui fait des clics, c'est ça qui... Il y a un chien qui a été sauvé, on s'en sacre un peu, c'est ça. On s'en sacre tellement, mon Dieu, je m'excuse. Mais pour vrai, là, tu sais, un chien qui a sauvé... Bon, OK. Bref, on sait tous de quel type de journal on parle, là. Tu sais, j'ai ça, puis j'écris quand même pour le Journal de Montréal, mais c'est pas vrai, j'écris pour le 24 heures, c'est pas pareil. C'est juste que Québécois détient absolument tous les médias du monde. Mais, fait que je savais même pas quand j'ai été au 24 heures que ça allait être diffusé dans le Journal de Montréal, mes affaires. En tout cas... Bref, tout ça pour dire qu'ils sont partout québécois, c'est bien correct, puis ils ont différents types de médias. Mais après ça, la façon dont les médias le traitent, ça dépend des médias. Même des fois, la presse se tremble plus dans le sensationnalisme. Je pense que c'est beaucoup... Puis tu sais, même... Moi tu sais, mes deux gros... mes 2 points de référence, là, c'est vraiment Radio-Canada puis la presse. Là. Je trouve que c'est les 2 médias que j'aime vraiment beaucoup. Mais, tu sais, encore là, c'est des médias qui... Oui, parlent d'environnement, mais... ils vont encore du fait que... ça va encore du fait que c'est pas un gros événement qui se passe. À moins que ce soit des gens et des kangourous qui meurent, que ce soit en Amazonie ou en Australie. Je pense que t'as raison, les médias vont vraiment focusser là, sur un événement. Ça va faire la une, ça va générer des clics. Puis après ça va s'assomber jusqu'au
autre gros événement, je pense qu'il devrait avoir un cahier environnement dans chacun des dans chacun des médias, mais Le Devoir le fait souvent. Ils ont des collaborations avec 1.5. Ouais, c'est ça. Puis, mais je pense que l'environnement devrait être un cahier à part entière, comme affaire, comme culture. Ouais. Mais justement, 1.5, je connais un petit peu le média, tu peux en parler un petit peu plus? Je sais que tu es collaboratrice justement à 1.5. Ben, c'est le seul média au Québec qui parle uniquement, qui est dédié à l'action climatique. Donc, je dis action climatique et non pas lutte au changement climatique parce que... c'est quoi la grosse différence? Action climatique, c'est que on va juste dans les actions, on va juste dans le positif. On va jamais parler des choses pas le fun qui se passent à travers le monde, c'est juste des initiatives, les choses qui sont en action pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un média scientifique qui veut pas être catégorisé comme grano. C'est pour ça que, mettons, les couleurs sont bleues et non pas vertes. Ils veulent pas que ce soit genre les gens verts, là, tu sais, environnement. Pour être plus accessible un peu à tout le monde puis au grand public dans le sens. Exactement. Ils se positionnent pas politiquement parlant. Tu sais, c'est financé par le gouvernement, premièrement. Donc, c'est vraiment... C'est un média qui mérite vraiment plus d'être connu. Là, il commence à avoir Instagram, il commence à vraiment axer sur les réseaux sociaux, mais disons que je trouve pas ça normal que la plupart de mes amis soient très pro-environnement puis connaissent pas vraiment le média 1.5, à part quand je fais des vidéos, tu sais, dedans. Donc, c'est un média vraiment le fun. Il y a... Tu sais, si tu veux avoir des données sur n'importe quoi en environnement, sérieux, tu vas dans leur barre de recherche, tu vas retrouver 2-3 articles là-dessus. C'est vraiment un outil pour découvrir des belles initiatives à travers le Québec. OK, fait que c'est vraiment comme... C'est vraiment... Ça, je me demandais, c'est vraiment axé sur le Québec, puis c'est pas... OK, super. Juste sur le Québec. Ben, oui, peut-être que des fois, il va y avoir des articles sur une initiative vraiment funky à travers le monde, mais je pense qu'ils veulent... Y a-t-il une carte? Non, ça c'est Faire Climat. En tout cas, mais c'est vraiment axé sur le Québec, puis on veut vraiment pas être montréalocentriste. Fait que là, en ce moment, je suis en train d'écrire quelque chose sur la Côte-Nord, par exemple. Fait on essaie de rejoindre tout le monde, puis accrocher chaque municipalité à son type de lutte que cette municipalité-là doit avoir selon son territoire. OK, fait que c'est vraiment axé, puis chaque personne de municipalité peut se retrouver dans ce média-là, dans le fond. Ben, pas chaque personne, mais chaque municipalité. On va voir les petites fermes écolo à la Joliette. On va voir, comme là, l'église à Saint-Adrien. On va voir des affaires vraiment funky. Puis non, c'est vraiment le fun, mais ça mérite d'être vraiment plus connu parce que plus le monde regarde ces affaires-là, plus le gouvernement va être willing de donner des subventions. Je change le sujet complètement. Oui. Mais t'as été ambassadrice l'année passée du mouvement Mes Poils. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à t'impliquer dans ça? J'avais fait une chronique à Entrée Principale sur le féminisme, 4e vague, 3e vague. Fait que j'avais parlé de Mes Poils parce que ma chronique c'était le 1er mai 2018, puis c'était la première journée de Mes Poils. Puis en faisant des recherches sur les nouvelles modes féministes pour la chronique, j'étais tombée sur Pamela Dumont, l'instigatrice de Mes Poils. J'en avais parlé, on s'était mis en contact, puis on est devenus comme amis. Puis je regardais ses vidéos, puis je la trouvais tellement fascinante. La façon qu'elle en parlait, ça m'a fait découvrir plein de choses. Ça a fait changer ma mentalité, fait que j'ai eu envie de m'impliquer. Tout simplement. Puis moi, le poil, ça n'a jamais été un gros enjeu parce que j'en ai juste pas vraiment beaucoup. Fait que je fais Mes Poils à l'année longue, puis personne s'en rend compte, en fait. Mais, en fait, c'est pas vrai, tu sais, le monde peut s'en rendre compte. Si, mettons, je veux dire, je prends une photo de même, c'est sûr, mais c'est pas quelque chose qui vient me chercher. J'ai jamais été shamée pour mon poil parce que j'en ai pas beaucoup. Mais depuis, je me dis, je vais m'épiler juste quand ça me tente, puis ça me tente de propager ce message-là pour celles qui ont été shamées pour ça dans leur vie. Puis pourquoi tu sais, t'as fait un discours justement à cet événement-là où tu parlais d'un événement qui t'est arrivé, un peu de pas de haine féminine, là, mais un peu de bashing entre un peu de bashing, puis on le voit quand même souvent. Je pense à Safia Nolin qui s'est fait bâcher complètement, puis beaucoup par des femmes. Ouais, c'est beaucoup par des femmes. Qu'est-ce qui explique cette espèce de méchanceté comme entre même genre? C'est une des plus grandes luttes du féminisme, c'est la haine de femmes envers femmes. Mais de ce que j'observe, c'est vraiment pas empirique ce que je dis, là, mais c'est beaucoup des femmes d'une autre génération, des femmes plus vieilles. Puis moi, l'espèce de malentendu froid que j'avais eu par rapport au poil avec une chroniqueuse d'Entrée Principale, c'est tout simplement une personne qui est plus vieille, plus baby boomer. Puis j'ai l'impression que les femmes, quand elles vieillissent, tout ce qui se rapporte aux attributs féminins. Donc,
avoir des beaux ongles, avoir des beaux cheveux, être habillé classe, être épilé. Tout ce qui est des artefacts qui nous rendent femmes, qui sont pas à l'intérieur de nous, là, donc qui sont superficiels à notre corps, ça fait en sorte qu'elle est sente femme, parce que plus tu vieillis, moins tu corresponds au standard, à cause de ta peau qui s'affaisse et toute la gravité. Donc pour elle, c'est comme un espèce d'élément fort où est-ce qu'elle s'accroche à ça pour continuer à être féminine, donc de voir que ces espèces d'artefacts-là sont en train de tomber puis que la féminité ne repose que sur la façon dont tu te sens toi. Peut-être que ça leur fait peur. En ce moment, comme je dis, c'est vraiment juste une théorie. Là. Parce que, après ça, le fait d'être jolie, est-ce que ça va uniquement reposer sur la façon dont tu te perçois ou si tu as une beauté naturelle ou pas? Puis je pense que ces questionnements-là viennent vraiment comme les gosser parce qu'elles sont comme... Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être femme qu'on va être toute ridée puis on va avoir des cheveux en bataille blancs si comme s'épiler ça sera plus à la mode tu sais puis qu'avoir des cheveux brushing ce sera plus à la mode puis que ça va être d'être free for all sans brassière qui va être à la mode tu sais. C'est un peu une crainte en voyant que ça peut-être mais très latente et très inconsciente mais j'ai l'impression que c'est juste qu'elles sont genre vous êtes sale et tout, puis être femme, c'est pas ça, parce que elle, être femme, pour elle, ça se repose sur ces artefacts-là parce qu'ils ont été élevés différemment. Justement, comme on a ça, on est le 9 mars. Puis hier, c'était la journée des droits des femmes. Oui. À chaque, les avancées féministes se font de plus en plus, petit par petit. Pourquoi tu penses que en 2020, c'est une journée qui est encore très importante, puis qui est encore valable, puis qui vaut la peine d'être pas célébrée, mais d'en parler. À travers le monde, premièrement, que ce soit l'excision, que ce soit les femmes qui sont lapidées dans tous les pays, j'ai pas besoin de faire la liste, mais je pense que pour ça, on doit être des alliés en tant qu'occidental, même si nous, on a envie, je veux dire, on le voit, les médias sont en train de se réveiller par rapport au féminicide, là. On le voit, là, que ce soit TVA, Radio-Canada, il y a de plus en plus de reportages, puis on met vraiment la lumière là-dessus. Donc même au Canada, dans un pays, on s'entend, là, si j'avais eu, en tant que femme, si j'avais eu un endroit à naître dans le monde, ça aurait été au Québec. Ou en Scandinavie, tout simplement, même pas en France, même pas aux États-Unis. Fait que même ici, il y a des féminicides, simplement parce que c'est des femmes, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que c'est très sous-jacent. On le voit pas venir, c'est très insidieux. Même si on sort de la violence physique ou même mentale, on peut parler de la charge mentale qui est extrêmement insidieuse dans un couple, même si l'homme a les meilleures intentions possibles. Ça va, tu sais, j'en parle à mes amis, je le vois autour de moi. C'est fou comment la femme va juste tout prendre en charge de la manière dont elle a été élevée. Puis ça, je pense que plus on parle de ces affaires insidieuses et inconscientes, plus la femme va réellement pouvoir être l'égale de l'homme. Puis c'est aussi pour décomplexer les hommes par rapport à leur façon d'exprimer leurs émotions. Tu sais, la libération de l'homme passe par celle de la femme et vice-versa. Fait que pour toutes ces petites affaires-là, puis bien sûr pour les affaires très, très violentes qui se passent à travers le monde, je pense que c'est important de mettre ça de l'avant, mais ça me gosse qu'il y ait juste une... Oui, c'est le fun qu'il y ait une journée internationale de la femme, mais je trouve qu'il y en a qui utilisent juste cette journée-là pour en parler, alors que... C'est un combat de tous les jours, puis je pense que mettre une journée comme ça, elle a sa place, puis c'est important de l'avoir, puis ça fait juste comme mettre plus d'emphase pendant quelques temps sur une situation qui doit être améliorée, mais comme beaucoup d'autres enjeux qui ont des journées ou comme le jour de la Terre ou exactement, comme ça, c'est des choses qui doivent être faites 305 jours par année pendant toute ta vie. Oui, en effet. Fait que je pense que pour la Journée internationale de la femme, c'est bien, mais les gens ont de la misère quand même à faire la différence entre Journée de la femme. Puis il y a plein de compagnies qui ont pris avantage de ça, puis qui disent « Ah, les femmes, aujourd'hui, si vous venez, on vous offre une pédicure gratuite », alors qu'ils comprennent pas que c'est pas la fête des mères, c'est pas la journée où les hommes, où les femmes doivent prendre soin d'elles, c'est juste la journée où est-ce qu'on doit souligner les injustices. Puis le chemin qu'on a parcouru, puis le chemin qu'il nous reste à parcourir. Mais ça, on devrait juste me le dire plus souvent. Mais moi, je vois qu'il y a vraiment des belles avancées. Là, on le voit d'année en année. Là, il y a plein de choses qui sont plus politically correct dans les émissions de télé, dans les films. Il y a tellement de choses qui sont mises de l'avant, que ce soit Gabrielle Martineau avec les moins de 16 ans, le livre qui avait sorti, Denise Bombardier, tout ça, que ce soit avec, évidemment, Adèle Haenel, puis Polanski. C'est pas des affaires qui auraient pu être autant mises de l'avant il y a 2 ans. Fait que moi, je suis vraiment confiante. Je suis plus confiante envers la lutte à l'égalité des sexes que la lutte au changement climatique. Ah ouais? Ouais. OK.
Ouais. Tu vois plus d'avancées, plus de trucs concrets qui sont là. Ouais, quand même. Parce que dès qu'il y a des femmes qui meurent, c'est quelque chose de concret. Puis tant mieux, on s'entend, là. Alors que la nature, on dirait qu'on se sent encore comme homme avec un H, comme humain, beaucoup plus important que la nature ou que les animaux. Donc, ça fait en sorte que on y met moins du nôtre. Alors que les femmes, ils ont quand même... C'est quand même 50% de la population, donc ils ont une tribune beaucoup plus grande que la terre et les animaux. C'est de même. Je retourne un petit peu au mouvement de mes poils, puis juste pour parler du jugement en général, je trouve que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, je pense, qui amène beaucoup de positif, mais qui a aussi un contrepartie négatif, puis les gens jugent extrêmement beaucoup, surtout par rapport au corps. C'est plus du côté de la femme. Ben oui. Il y en a un petit peu chez l'homme aussi, mais pourquoi tu penses que les gens jugent tant ça? Puis ils ont tant une frustration où genre ça chicote tant que ça qu'une femme porte pas soutien-gorge, qu'une femme s'épile pas, qu'une femme whatever. Parce que, bon, pour plusieurs raisons, parce que ça a l'air sale, premièrement. Ça les gosse à l'intérieur d'eux, tu sais. Parce qu'eux font des efforts, fait qu'ils pensent que tout le monde devrait en faire. Puis comme je le disais, je pense que pour les femmes plus vieilles, c'est comme si ça venait chambouler leur idée de la féminité. Puis c'est juste... Le cerveau a de la misère à avoir quelque chose de nouveau. Tu sais, on a tellement été habitués à associer quelque chose de lisse à quelque chose de féminin que quand quelque chose est velu, puis qu'on l'associe à quelque chose de féminin, il y a comme une partie de notre cerveau qui est comme associée à la zone de la punition parce qu'on trouve ça laid, parce qu'on trouve ça bestial, on trouve ça sauvage, puis c'est normal, tu sais. Même moi, j'ai encore de la misère des fois à regarder une photo de femme poilue vraiment beaucoup puis à trouver ça beau, mais c'est un apprentissage petit peu par petit peu, puis c'est en imposant des photos de femmes que notre cerveau va s'habituer. Fait que je pense juste qu'on a été tellement socialisés en disant ça c'est beau, ça c'est laid, que les gens deviennent juste très très crispés parce que leur cerveau leur dit alerte, il y a quelque chose de pas normal, tu sais. Je pense dans beaucoup de causes sociales, de trucs qu'on revendique, puis qu'on essaie de modifier, puis qu'on essaie de refléter sur ce qu'on a fait par le passé, dans beaucoup de choses, dont le corps, c'est que on réalise que les espèces de tags qu'on a mis, puis les espèces de trucs qu'on pensait, puis on essaie beaucoup, je pense, de désapprendre. Oui, de désapprendre. Puis de faire comme ce qu'on s'est mis comme étant la normalité, qui est un terme qui vaut... En tout cas... Qui dépendait des générations. C'est ça. Mais je pense qu'on essaie beaucoup de désapprendre dans beaucoup de choses. Je pense aux Autochtones, qui est une chose qui me touche beaucoup. Je pense que désapprendre puis comprendre comment ces peuples-là vivent, puis comprendre que c'est pas juste du monde qui saoule puis qui suicide, puis que s'ils font ces choses-là, oui, il y en a, c'est parce qu'il y a une raison, puis désapprendre les stéréotypes qu'on a par rapport à ces choses-là, puis c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'on a un air où on essaie de moins analyser, pas moins analyser, mais moins comme prendre avec ce qui est arrivé par le passé, ou moins prendre avec comme ça c'était l'affaire, ça va être ça. On essaie de faire plus comme pourquoi c'est ça? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que... Fait que je trouve qu'on a une époque où je trouve ça beau de voir comme c'est ça, puis qu'on analyse, puis qu'on prend pas une chose comme étant acquis, on essaie de faire comme ok, c'est ça qu'on pense depuis 10 000 ans. Est-ce que ça a du sens? Non, c'est ça, c'est comme une belle analyse collective. C'est vraiment un beau portrait communautaire, puis ça nous resserre un peu les coudes, ça crée des sous-communautés, des sous-cultures, que de tout le temps être en train de réanalyser. Si on parle juste de la religion, on a toujours pensé que c'était ça la norme depuis 2000 ans, mettons le monothéisme en Occident. Puis maintenant, qu'on est en train de mettre de l'avant la communauté LGBTQ+, qu'on est en train de mettre de l'avant le droit des femmes, on est en train de déconstruire ce qui a forgé notre identité en tant qu'être humain depuis 2000 ans. Ça, je trouve ça fascinant. Puis je suis vraiment contente d'être née à cette époque-là où on est dans une transition vers une espèce de liberté là, d'esprit. J'en parle beaucoup dans les podcasts, puis je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est le fait que maintenant, on a un ère où on a accès à l'information plus que jamais. Mais c'est un double tranchant, là. Ouais, c'est ça, c'est un double tranchant, puis ça, comme tantôt on parlait de cynisme un peu, ça peut tomber vers ça en voyant tout ce qui se passe, tu sais.
il y a une explosion à Bagdad, puis on le sait dans 2 secondes. Ouais, c'est fou, hein. Fait que c'est tellement ben, comme positif et négatif dans un sens, fait comme on est tellement on sait ce qui se passe n'importe où, n'importe quand, on est alerte par rapport à tout ce qui se passe, mais ça fait aussi que ça crée une certaine paranoïa, puis tantôt tu parles un peu de l'éco-anxiété. Ouais. C'est quelque chose qui, je pense, qui est causé un peu par ça, du fait que ouais. on connaît tout. On est bombardé. T'es bombardé d'informations, puis on parle aussi tantôt des médias, puis du traitement de l'information. C'est souvent négatif, c'est souvent la calotte glaciaire est en train de fondre. Il y a tel animal qui est disparu, il y a telle chose, il y a tel gars qui se passe. Fait que l'information nous bombarde, puis je pense que si tu t'essayes pas de relativiser les choses, ça peut te couler vraiment profond. Là. Ouais, ben en effet, puis il faut relativiser les choses, puis il faut tout de suite trouver des solutions. T'sais, souvent, il y a quelque chose de... les médias vont mettre une catastrophe en première page sans après ça donner des solutions. Ouais. Pour éventuellement... pour régler le problème, fait que tu me demandais tantôt qu'est-ce que les médias pourraient faire de plus ou de moins, ben je pense qu'à côté de chaque catastrophe, mettons, arrêter de commander du bois qui vient de l'Amazonie, etc. Ouais. Axer pas sur les solutions. Ben oui, c'est sûr qu'il faut toujours s'axer sur les solutions parce qu'il y en a des catastrophes liées au changement climatique tous les jours, là. Fait que si on va vers la décroissance, évidemment, tout le monde va être gagnant, là. C'est juste qu'on est dans une ère de surconsommation. Puis... Ouais. Voilà. Je change de sujet encore une fois, là, je suis pas dans du coq à l'âne. C'est correct. Mais t'as commencé comme actrice, c'est comme ça qu'on t'a connu un peu sur la place publique. Ben là. Puis t'as joué dans Les Parents, t'as joué dans Tactique, il y a quand même 2 émissions cultes pour ma génération qui ont marqué quand même. Pourquoi t'as décidé de... Tu sais, je veux dire, tu fais encore du acting, tu joues encore dans plusieurs émissions. Mais pourquoi t'as décidé de changer d'avenue? Puis, parce que t'avais quand même peut-être une avenue dans le jeu. Mais pourquoi tu t'es décidé de pas te lancer dans ça puis plus explorer le thème de chroniqueur, de rédacteur, d'animateur radio? Mais j'ai toujours aimé les deux égales. Ouais. C'est les deux choses que je voulais faire de façon égale quand j'étais jeune. Puis, tu sais, on le sait, c'est difficile, là. Les deux domaines sont difficiles, là, mais surtout le domaine de comédien au Québec. Puis, tu sais, le monde, ils me reconnaissent beaucoup, grande majorité des parents, puis sont comme, dans leur tête, vu que j'ai joué dans Les Parents, c'est comme une garantie que j'allais avoir d'autres contrats, mais c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne, puis j'ai vraiment eu comme une période de 3-4 ans, là, mettons, entre, je sais pas, le 18 puis 22, là, où toutes les auditions que je passais, là, genre toutes, là, c'était tout le temps moi puis une autre fille. Tout le temps, que ce soit pour un film, une émission... puis c'était tout le temps l'autre fille qui était prise, mettons. J'étais tout le temps dans les 2 dernières. Puis à chaque fois, on me disait, ben, si t'es tout le temps dans les 2 dernières, c'est parce que, je veux dire, t'es bonne et tout, c'est juste que c'est juste une bad luck. Exactement, tu sais, mais après 4 ans, là, quand tu sais, j'avais pas d'autres contrats intéressants à part des petits trucs épisodiques, ben, ton nom commence à fade out. Puis là, après ça, ben, t'as ceux qui sortent des écoles de théâtre, qui viennent créer plus de compétition, parce qu'on s'entend qu'à 15-16 ans, j'avais bien moins de compétition. Il y en a bien moins, là, des jeunes qui sont capables de jouer, qui ont un lobe frontal assez développé pour comprendre les nuances d'émotions, tu sais. Fait que je me suis dit, est-ce que je vais à l'école de théâtre ou pas? J'ai essayé une audition, je me suis rendue à la 2e étape, mais je me suis pas rendue aux étapes après. Puis je me suis dit, est-ce que ça me tente d'être à la merci de cette industrie-là, où je vais juste rester avec les agences que j'ai. Quand j'ai des auditions, j'en ai, puis me concentrer sur l'autre domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire l'animation, la chronique. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais c'est sûr que j'ai des auditions de fois de temps en temps, mais tu sais, quand t'as 4 auditions par année, c'est difficile de décrocher un rôle. Fait que, t'sais, des fois, ça me fait mal parce que j'aimerais ça jouer plus, mais j'ai décidé de pas me jeter coriandre là-dedans. Je fais rien de plus qu'aller à des auditions pour le faire. Mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais beaucoup plus jouer. Mais c'est sûr que c'est pas moi qui décide. Fait que le retour à pas un jeu plus sérieux, mais je veux dire un jeu qui est plus prédominant dans ta carrière, c'est quelque chose que tu aimerais éventuellement. J'aimerais beaucoup ça, mais je me fais pas d'idée. Puis j'ai un casting qui est particulier aussi à setter. Plus en plus de compétition, la popularité est vraiment importante maintenant pour jouer dans un... Tu sais, les producteurs demandent... C'est des stars, là, des gros noms, là. Ben oui, ils demandent ils ont combien d'abonnés sur Instagram et tout ça, fait que ça devient vraiment difficile là, de se faire sa place, puis je sais pas si ce milieu-là me convient au final, tu sais. Fait que je sais pas, tu sais,
Il y a des directeurs de casting qui m'aiment bien, qui me font passer des auditions, mais après ça, je passe pas au niveau du diffuseur parce que le diffuseur veut quelqu'un de super connu. T'sais. Ok, ouais. Fait que, ouais, ça complique les choses. Ben là, tu sais, présentement, t'as moins de contrats en télé, mais comme tu crées des opportunités, puis justement ta chaîne YouTube, qui est vraiment super intéressante. C'est quoi, mettons, ton objectif mettons, dans 1 an, où t'aimerais ta chaîne que ce soit? Est-ce que tu veux te nicher dans l'environnement ou t'aimerais explorer d'autres un peu avenues? J'aimerais quand même explorer d'autres avenues. Il faut savoir que pour moi, ma chaîne, c'est plus un moyen qu'un but. Ouais. J'ai pas l'ambition d'avoir 100 000 abonnés du tout, mais j'ai juste envie de créer une plus grande communauté pour éventuellement faire des projets avec des maisons de production. Donc, tu sais, mon but, ce serait, mettons, d'avoir soit une petite mini-série à moi où est-ce que j'explique des choses, d'être chroniqueuse à la radio, pas juste à Cube Radio, mais mettons à Radio-Canada, soit par rapport à l'environnement ou d'autres sujets qui m'intéressent aussi, ou de combiner environnement puis d'autres choses. Fait que ce serait juste d'aller un petit peu plus dans les médias et de pas tout le temps créer mes propres opportunités parce que je trouve ça très énergivore. Puis j'ai vu que j'ai pas tant de skills visuels, j'ai envie que quelqu'un prenne ça en charge. Ce serait comme mon but dans 1 an. Ouais. J'ai une question un petit peu, peut-être un peu controversée, Si tu veux pas répondre, c'est correct, pas de problème. T'es collaboratrice à Cube Radio et à Journal de Montréal. Ben, plus Cube Radio, là, mais ouais. Ok, mais... Je l'ai fait, tu l'as été. Puis c'est quand même des médias qui, des fois, les chroniqueurs ont des opinions assez crues, puis assez, comme, il y a beaucoup de contradictions. C'est ça, demande, on peut dire même. Oui. Est-ce que tu as un peu peur de t'associer avec eux ou ça te dérange pas d'écrire dans le même média que ces gens-là? Oui et non. Au début, ça me faisait peur, tu sais, mais je veux dire, je bâche souvent Sophie Durocher, que ce soit sur mon Facebook et tout, puis j'ai pas peur de le dire, puis oui et non, parce que, mettons, à Cube Radio, j'étais chroniqueuse environnement, tu sais, je veux dire, mes compositions étaient claires. Puis Cube Radio, par exemple, c'est un peu plus gauchiste que le Journal de Montréal en tant que tel, tu sais, c'est quand même Geneviève Peterson qui animait, il y avait quand même aussi Vanessa Destinée, Rosemée Automne-Témorin. Fait que moi, de m'associer à ces femmes-là, aucun problème. C'est ça. Aucun problème. Après ça, le Journal de Montréal, ben, toutes mes affaires sont pas mal associées à l'environnement. Ouais, c'est ça. Puis, moi, je collabore avec le 24 heures. Mais vu que 24 heures appartient à Québécois, ils leur diffusent dans le Journal de Montréal. Fait que, oui, des fois, je suis comme, je préférerais être dans la presse ou dans le devoir. Mais ça donne que j'ai eu une avenue là-dedans, je l'ai prise. Puis... Mais c'est sûr que je m'associe pas au Journal de Montréal. Ma personnalité, pour moi, est vraiment plus dans Urbania ou dans 1.5. Justement, Urbania, est-ce que t'as un est-ce qu'il te laisse un peu genre page libre pour écrire ce que tu veux ou t'as quand même un peu des restrictions par rapport à ça? Ben, je fais beaucoup de contenu sponsorisé parce que Urbania, c'est un média qui a pas tant d'argent. Fait que si je faisais chaque semaine une chronique à moi qui est pas sponsorisée par une entreprise, c'est vraiment pas assez d'argent. Ça vaut pas la peine, surtout comme pigiste parce que chaque heure compte. Fait que je fais des contenus sponsorisés, donc non, il y a une ligne directrice, je dois la suivre. Mais à l'intérieur de cette ligne directrice-là, j'ai plein de liberté, puis je pense que, tu sais, mon style fit avec Urbania. Fait que j'ai pas grand-chose à changer, puis ils me laissent vraiment carte blanche parce qu'ils font confiance à mon écriture. Ça fait quand même longtemps que je suis avec eux, fait que j'ai des super bonnes relations avec les filles qui sont là-bas. Fait que, j'ai quand même une belle liberté pour la ligne directrice qu'ils me donnent maintenant. Ben, je pense qu'on va terminer ça sur ça. Ben, merci à toi. Vraiment beaucoup. Ça a été super intéressant. On peut te suivre sur ta chaîne YouTube, Bravo Mode. Sur Instagram. Sur Urbania aussi. Tu as écrit des textes sur... T'as écrit encore sur Urbania, hein? Ouais, j'ai sorti 3 textes le mois dernier. Ouais, c'est ça. Fait on peut te suivre sur vraiment différentes plateformes. Sur Instagram, je pense que c'est là, on peut vraiment Instagram, c'est vraiment la plateforme qui rayonne vers tout le reste. Exactement. Fait merci vraiment beaucoup. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut!